Le silence se fit dans la pièce avant même que je lève les yeux. Une chaise grinça, une fourchette tomba, puis la voix de mon grand-père perça le brouhaha. « Tu touches une pension d'invalidité depuis des années. » Tous les regards se tournèrent vers moi. Je sentis la chaleur monter, l'atmosphère se tendre, ce silence qui n'attend pas de réponse, juste une réaction. Je parvins à reprendre mon souffle, puis murmurai « Que voulez-vous dire ?» C'est alors que je remarquai l'homme derrière lui, un dossier fermé à la main. Mes parents évitaient mon regard, et avant que quiconque puisse dire un mot, il l'ouvrit. J'ai grandi dans une maison où le silence voyageait plus vite que la vérité. Mes parents, Linda et Mark, aimaient que tout soit rangé, prévisible, maîtrisé. J'ai appris très tôt que le meilleur moyen de préserver la paix était de me faire discrète, de me faire oublier. Ma petite sœur, Emma, n'a jamais eu à l'apprendre. Elle était toujours là pour le fils. Quand elle demandait quelque chose, ça apparaissait. Quand elle était en difficulté, quelqu'un intervenait avant même qu'elle ne sente la chute. Papa disait souvent, « Elle a juste besoin d'un peu plus de soutien. » Le soutien, c'était la seule chose à laquelle je n'avais jamais droit. Je me souviens de la première fois où j'ai ressenti ce déséquilibre dans ma peau. J'avais 12 ans, j'étais dans la cuisine, un formulaire d'inscription pour une sortie scolaire à la main. Les frais s'élevaient à peine à 35 $. Maman leva à peine les yeux des factures. « On ne peut pas faire d'activité supplémentaire ce mois-ci, » dit-elle. Quelques minutes plus tard, Emma fit irruption, brandissant un prospectus pour des cours de danse. Maman sourit. « Bien sûr, ma chérie. Même semaine, même facture, règles différentes. » Au lycée, le schéma ne s'est pas interrompu. Il s'est même accentué. Quand l'ordinateur portable d'Emma a rendu l'âme, papa lui en a commandé un nouveau le jour même. Quand le mien a cessé de fonctionner, il m'a dit d'aller à la bibliothèque. Emma a eu des cours particuliers. Moi, on m'a rappelé de travailler plus. C'était comme ça que ça se passait chez nous. 2 enfants, 2 réalités. Une vérité que personne n'exprimait à voix haute. Puis il y a eu l'accident. Une glissade sur du carrelage mouillé pendant mon service à temps partiel. Mon dos ne s'en est jamais vraiment remis. Je bougeais plus lentement. J'ai appris à porter des charges avec précaution. Je gardais les reçus de chaque flacon de médicaments, car je ne savais jamais quand j'aurais besoin de les économiser. Un jour, j'ai montré la première ordonnance à maman, pensant qu'elle s'inquiéterait. Elle a juste soupiré. « Tu dois être plus forte, Iris. Ne compte sur personne. Compte sur quelqu'un. » Cette phrase est devenue une règle immuable dans tout ce que je faisais. L'université a empiré les choses. Emma est allée dans une école privée à l'autre bout de la ville. Maman s'en est vantée pendant des mois. J'étais à la fac et je travaillais de nuit à ranger des cartons. Quand mes manuels étaient trop chers, j'abandonnais un cours. Quand les options d'Emma ne correspondaient pas à son emploi du temps, ils ont engagé une conseillère pour l'aider. Le souvenir qui m'a le plus marqué s'est déroulé dans notre cuisine. Je venais de rentrer du travail. J'avais un mal de dos si aigu que j'avais l'impression qu'on m'avait planté un couteau entre les côtes. J'ai posé l'ordonnance froissée sur le comptoir, à côté d'un flacon où il ne restait que 2 comprimés. Maman assaisonnait du poulet pour le dîner. Elle ne s'est pas retournée. « Tu peux m'aider à payer ça ?» ai-je demandé. Elle continuait de couper. « Tu es plus forte que cette Iris. Arrête tes simagrées. » À côté d'elle, la cuisine brillait grâce aux appareils électroménagers flambant neufs qu'ils avaient achetés au printemps. L'inox poli, immaculé, semblait n'avoir jamais souffert. Je me tenais là, sous la faible lumière du plafond, une bouteille vide cliquetant à la main. C'est à ce moment-là que j'ai compris. L'effort n'avait aucune importance. La douleur n'avait aucune importance. Le besoin n'avait aucune importance. Seule la hiérarchie comptait. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas protesté. J'ai simplement hoché la tête et glissé la bouteille dans mon sac. Ce jour-là, j'ai enfin compris ma place dans cette famille. De retour à table, la pièce me semblait plus petite que dans mon souvenir. La lumière était chaude, mais rien, dans ce moment, n'évoquait la chaleur. Mes parents, Linda et Mark, étaient assis au centre, comme toujours, tournés vers les membres de leur famille qui comptaient le plus pour eux. Ma petite sœur, Emma, se blottissait contre maman, lui murmurant quelque chose qui les fit sourire toutes les deux. J'observais la courbe de leurs épaules,
le calme de leur respiration. C'était un réconfort auquel je n'avais jamais été invité. Grand-père était assis à l'autre bout de la pièce, le seul à ne pas faire semblant que cette soirée était normale. Sa mâchoire était crispée et son regard suivait les contours de mon visage comme s'il cherchait quelque chose. Une confirmation, peut-être une vérité qu'il espérait fausse. L'homme derrière lui, celui qui tenait un dossier fermé, n'avait pas été présenté. Mais je savais qu'il n'était pas de la famille. Son attitude était trop droite, sa présence trop officielle. Plus tard, j'apprendrais qu'il était l'auditeur que grand-père avait engagé. Mais à cet instant précis, il n'était qu'une raison de plus pour laquelle ma poitrine se serrait. Le dîner se déroulait dans un brouhaha incessant. Des banalités, des compliments sur le repas, Emma qui parlait de ses prochaines vacances, mes parents qui acquiesçaient comme s'ils avaient orchestré toute sa vie. Je gardais les mains sur mes genoux, les doigts entrelacés pour les maintenir immobiles. Grand-père ne toucha pas à sa fourchette. Il attendit. Puis il recommença, répétant la même phrase qu'il m'avait lancée quelques minutes plus tôt. Tu touches des allocations d'invalidité depuis des années. Cette fois, il ne cria pas. Il parla calmement, trop calmement, laissant les mots tomber un à un. Le silence retomba sur la table. Une cousine me jeta un regard perplexe. Emma semblait agacée, comme si l'interruption la dérangeait. Je sentis quelque chose s'installer en moi. Pas de peur, pas de colère, quelque chose de plus lourd, une lente prise de conscience que tous ceux qui étaient dans la pièce en savaient plus sur ma vie que moi. Ma gorge se serra. Je m'entendis murmurer la seule chose qui avait du sens. Que voulez-vous dire? Les doigts de maman se figèrent sur sa serviette. Papa fixait son assiette comme s'il allait se perdre dans son reflet. Personne ne répondit. Pas une seule personne. L'homme au dossier fit un petit pas en avant. Et pour la première fois de la soirée, je compris. Quoi que ce soit, ce n'était pas une erreur. Je m'excusai avant que quiconque puisse parler. Personne n'essaya de m'arrêter. C'était ça qui était étrange. On pourrait penser qu'une fille qui quitte une table pleine de famille après avoir été accusée de recevoir des allocations qu'elle n'avait jamais vues aurait au moins fait réagir quelqu'un. Mais rien ne me suivit, si ce n'est le murmure indistinct des conversations, qui reprenait comme on le fait quand on veut faire comme si rien ne s'était passé. Le couloir devant la salle à manger était étroit et sombre. Une photo encadrée de mes parents et d'Emma était accrochée près de la porte, parfaitement éclairée par une petite lampe. Je n'étais pas sur la photo. Je restai un instant devant, laissant l'air frais me rafraîchir la peau. Mon cœur ne battait pas la chamade. Il battait lentement, régulièrement, comme s'il avait enfin renoncé à être effrayé par cette famille. Je pris la bandoulière de mon sac en toile, celui que j'utilisais tous les jours. À l'intérieur, des reçus de participation aux frais médicaux pliés, un flacon de médicaments avec 2 comprimés restants et un petit carnet où je notais mes dépenses médicales. Avant, je pensais que ces détails me rendaient responsable. Maintenant, ils me semblaient être des preuves. Les preuves d'une vie construite sans le soutien que j'étais censé recevoir. Je me glissai dans la salle de bain de l'autre côté du couloir. Le miroir reflétait la lumière diffuse du plafonnier. J'ai pressé 2 doigts sur l'arête de mon nez, mon réflexe habituel, quand une angoisse plus profonde que la colère m'a envahi. Mon reflet était calme, trop calme, comme quelqu'un qui attend des instructions. Je me suis assise sur la lunette des toilettes et j'ai ouvert mon carnet. Chaque page était remplie de dates, de chiffres, l'encre bon marché baignant dans le papier bon marché. Loyer, médicaments, courses, tickets de bus, frais de consultation. J'ai passé mon pouce sur le coin de la page, me souvenant des nuits blanches passées à calculer si sauter un repas me permettrait de gagner une semaine sur mes ordonnances. Je me disais toujours que ces calculs étaient temporaires. J'ignorais que mes parents faisaient leurs propres calculs avec l'argent censé me permettre de survivre. J'ai sorti mon téléphone. Pas de nouveaux messages, pas d'appels manqués, rien de mes parents qui me demandaient où j'étais passé. Comme d'habitude. J'ai ouvert l'application bancaire. Mon solde s'affichait. Faible, prévisible, d'une honnêteté brutale. J'ai fait défiler l'année écoulée. Rien d'inhabituel. Aucun dépôt qui ne me soit pas destiné. Sûrement rien qui ressemble aux allocations d'invalidité dont grand-père avait prétendu l'existence. Mon pouls n'a pas accéléré. Au lieu de cela, une lucidité froide s'installa en moi, celle qui rend tout silencieux et tranchant. Je tapai un courriel au bureau des prestations sociales,
les doigts s'activant machinalement. Bonjour, je vous écris pour demander l'historique complet des prestations d'invalidité versées à mon nom. Veuillez confirmer toutes les adresses enregistrées. Merci. Pas de drame, pas d'explication, juste une question qui, depuis 10 ans, aurait dû être la mienne. De retour dans la salle à manger, je ne regagnais pas ma place. Je restais près de la porte, à observer. Grand-père était toujours à son bout de table, les bras croisés. Le contrôleur, un homme nommé Stevens, comme je l'apprendrai plus tard, demeurait debout, son dossier toujours fermé. Mes parents faisaient comme si de rien n'était. Emma consultait son téléphone. J'aurais pu les confronter, leur demander pourquoi ils prenaient ce qui ne leur appartenait pas, pourquoi ils me laissaient vivre dans la précarité pendant qu'ils rénovaient les cuisines et envoyaient Emma en voyage, pourquoi ils disaient à la famille que je refusais de me prendre en main. Mais la confrontation était leur langage, pas le mien. Le silence avait toujours été ma clé de survie. Désormais, il pourrait bien être le fondement de mon pouvoir. J'ai pris mon manteau sur le dossier de ma chaise et l'ai enfilé. Grand-père l'a remarqué. Son regard s'est adouci légèrement, mais il n'a rien dit. Il n'en avait pas besoin. Il savait déjà que je ne partais pas par peur. Je partais pour construire quelque chose. Dehors, l'air était froid, si raréfié qu'il me piquait la gorge. J'ai marché jusqu'au bout de l'allée, le gravier crissant sous mes pas. Les lampadaires bordaient la route comme depuis des siècles. Je me suis arrêté sous l'un d'eux et j'ai ouvert mon sac, en sortant la petite pile de reçus. Des années de survie, sans un sou, complétées par le paiement que j'avais apparemment reçu. Le vent soulevait les coins des papiers. Je l'ai et serré plus fort. Plus tard dans la soirée, en rentrant à mon appartement à Seattle, la lumière du couloir a vacillé comme toujours. Je ne l'ai pas éteinte. J'ai tout étalé par terre, les reçus, les factures médicales, les lettres, mon carnet. Assise en tailleur, je me suis tue, laissant le bourdonnement du réfrigérateur emplir la pièce. Alors j'ai commencé à rassembler, classer, vérifier. Je n'avais pas besoin de savoir pourquoi mes parents avaient agi ainsi. Seuls les faits m'importaient. Les faits étaient immuables. Les faits ne mentaient pas. Les faits n'aimaient pas un enfant plus qu'un autre. J'ai créé un tableur sur mon ordinateur portable, remplissant les cellules de chiffres, de dates, de diagnostics. J'ai ajouté une colonne pour l'estimation de l'allocation d'invalidité que j'aurais dû recevoir. Lorsque j'ai consulté le montant mensuel approximatif et que je l'ai multiplié par 10 ans, je n'ai rien ressenti, ni colère, ni choc, juste le poids de la vérité qui s'imposait. Heure après heure, le tableur s'est étoffé. Un plan discret, la carte d'une vie vécue sans l'aide qui m'était destinée. Vers minuit, ma boîte mail a sonné. Le service des prestations sociales avait accusé réception de ma demande. J'ai fixé l'écran, puis les papiers éparpillés autour de moi. J'ai expiré lentement. Cette fois, j'ai murmuré dans la pièce vide. Je ne réparais pas ce qu'ils ont cassé. Le lendemain, en retournant chez mes parents, l'allée était déjà pleine. Les voitures étaient garées le long du trottoir comme si l'on organisait une fête, et non comme si l'on attendait qu'une vérité éclate. Je restai un instant au bord du trottoir, laissant l'air hivernal m'envelopper. Mon souffle s'éleva en fins filaments blancs avant de disparaître. Cela me semblait approprié. À l'intérieur, la salle à manger était exactement la même que la veille. Même lumière chaude, même longue table, même disposition avec mes parents. Linda et Mark étaient assis au centre, comme s'ils étaient les hôtes d'une grande réception. Ma petite sœur Emma était assise à côté de maman, le menton dans la main, les yeux rivés sur son téléphone. Grand-père restait au fond, le dos droit, le regard perçant. L'homme qui l'avait amené, l'auditeur nommé Stevens, se tenait de nouveau derrière lui, le dossier toujours fermé. Personne ne me salua, rien d'inhabituel. Stevens me jeta un coup d'œil accompagné d'un discret hochement de tête. La mâchoire de grand-père se crispa, un signal silencieux entre nous. Aujourd'hui ne serait pas comme la veille. Finissons en, dit grand-père. Sa voix était posée, formelle, dénuée de la chaleur qu'il avait habituellement. Ce n'était pas de la colère. C'était de l'autorité, une autorité que je ne lui avais pas vue utiliser depuis des années. Maman se remua sur son siège. Papa, on ne peut pas attendre? Irisait visiblement. Il leva la main. Elle se tut. Il ne s'agit pas d'Iris, dit-il. Il s'agit de ce qu'on lui a pris.
Mark s'éclaircit la gorge, essayant de paraître calme. On n'a rien pris. Il y a eu un malentendu. Steven s'avança. Sans présentation, sans préambule. Il ouvrit le dossier. Le bruit du papier qui glissait contre le papier était plus tranchant qu'une accusation. À l'intérieur, des documents soigneusement empilés, classés par année, 10 ans de documents. Il posa la première feuille sur la table. Une colonne indiquant les mensualités, sous mon nom, sous une adresse, celle de mes parents. Il posa une autre feuille, une autre année, même format, même acompte, même signature, celle de ma mère. Stevens tapota une ligne sur la page avec le bout de son stylo. Ces paiements étaient destinés à couvrir les frais médicaux d'Iris, expliqua-t-il. Tous les versements ont été redirigés vers ce foyer au lieu de son domicile. Le visage de maman s'est flétri. Emma a cessé de faire défiler les pages. Papa s'est adossé, les bras croisés, comme s'il se préparait à un choc. On utilise cet argent pour la famille, a-t-il murmuré. Pour vos vacances, a demandé Stevens à voix basse. Pour les travaux? Pour le SUV que vous avez acheté il y a 5 ans? Maman a cligné des yeux. On avait des dépenses et l'école n'était pas donnée. La pièce semblait s'étouffer. Je n'ai rien dit. C'était inutile. Chaque chiffre sur ces pages parlait pour moi, plus fort que je n'aurais jamais pu l'exprimer. Stevens a posé la dernière feuille sur la table. Un récapitulatif, 10 ans de versement mensuel, pour un total de plus de 280 000 $. J'ai vu les visages de mes parents se transformer. D'abord le déni, puis le calcul, puis une expression vide et fragile. Le genre d'expression qu'on a quand on réalise que l'histoire qu'on a inventée ne nous appartient plus. Grand-père a repoussé sa chaise. Le bruit a résonné. Il a désigné Linda et Mark du doigt. Vous avez quelque chose à dire. Cette fois, la question ne résonna pas. Elle tomba froidement, comme un verdict. La voix de maman se brisa. On pensait qu'elle n'en avait pas besoin. Elle a toujours été si indépendante. Vous disiez à tout le monde qu'elle était irresponsable, intervint grand-père. Vous l'avez laissée partir sans médicaments. Vous l'avez laissée souffrir pour pouvoir rénover votre cuisine. Papa me regarda, son regard oscillant entre la peur et une sorte de honte. On allait te le dire un jour, quand grand-père poserait la question. 10 ans plus tard, le silence envahit la pièce. Un silence qui, loin de l'apaiser, l'étouffe. Je restais immobile, les mains nonchalamment croisées devant moi, mon sac en toile à mes côtés. Je me sentais étrangement légère. Ni vengée, ni triomphante, juste présente. Enfin, dans un instant qui ne reposait sur le récit de personne d'autre, Stevens ferma le dossier. Les comptes liés à ces dépôts seront gelés le temps de l'enquête. Iris sera contactée directement concernant le remboursement. Maman eut un petit hoquet. Les épaules de papa s'affaissèrent. Grand-père se tourna vers moi. « Tu n'es pas obligé de rester ici, dit-il. Tu ne leur dois rien. » J'acquiesçai d'un signe de tête. Pas à lui, à moi-même. Je pris mon manteau sur le dossier de ma chaise abandonnée. Le tissu était frais, familier. Je l'enfilai, resserrant doucement le col. Pas d'adieu, pas de dernier mot, juste le léger crissement de mes pas tandis que je sortais. Derrière moi, le silence se rompit enfin. Non pas par des cris, mais par le murmure des gens réalisant que la vérité avait déjà tranché. Grand-père conduisait en silence, les mains fermes sur le volant, la route s'étirant devant lui en longues lignes sombres. Les réverbères glissaient sur le pare-brise, découpant mon reflet en fragments. Je regardais chaque morceau de moi-même passer et disparaître comme si je me débarrassais d'un fardeau trop lourd. Il ne me demanda pas si j'allais bien. Il ne remplit pas la voiture d'excuses ni d'indignation. Il laissa simplement le silence s'installer, un silence qui n'exige rien. C'était étrange, presque trop doux. Quand il s'est arrêté devant mon immeuble, il a laissé le moteur tourner. « Ils ne toucheront pas à un centime de plus, » a-t-il dit. Pas un seul. Sa voix n'était pas en colère. Elle était définitive. J'ai hoché la tête, mes doigts effleurant la bandoulière en toile de mon sac. À l'intérieur se trouvait le dossier que Stevens m'avait remis avant que nous laissions des copies de tout. Mon nom imprimé à sa place, mon adresse absente de chaque ligne.
La preuve qu'il avait été si facile de m'effacer. Je suis sorti et me suis dirigé vers la porte d'entrée. La lumière du couloir vacillait au plafond comme toujours. Mais ce soir, ce vacillement ne me dérangeait pas. Il me semblait authentique. Imparfait, mais à moi. Dans mon appartement, j'ai posé le dossier sur le comptoir. Les feuilles s'agitaient légèrement sur les bords, captant le léger bourdonnement du réfrigérateur. J'ai repensé à la cuisine de mon enfance. Les appareils électroménagers rutilants, les lumières vives, le flacon de médicaments vide caché dans mon sac. Je suis resté là, respirant lentement, laissant le souvenir dériver sans l'interrompre. Cette fois, le silence n'était pas pesant. C'était comme de l'air. Je pouvais enfin respirer. J'ai laissé le dossier sur ma table toute la nuit, imperturbable, son poids stable, ses bords nets sous la lumière du matin. Rien à l'intérieur ne me demandait de pardonner ou d'oublier. Il me demandait simplement de voir les choses telles qu'elles étaient. Les limites ne sont pas bruyantes. Ce sont ces havres de paix où l'on cesse de laisser les autres écrire notre histoire. Si vous avez déjà pris vos distances avec une version de vous-même créée par quelqu'un d'autre, que ceci vous serve de rappel. Vous avez le droit de choisir la vérité qui vous appartient et d'avancer vers la vie qui vous correspond enfin.